Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun a été la cible ce samedi d'un nouvel attentat perpétré par un kamikaze faisant au moins 20 morts dans la ville de Maroua. Dans l'extrême nord du pays, c'est la deuxième fois en moins d'une semaine que cette ville est victime d'un attentat terroriste. Fin de la visite du président américain Barack Obama au Kenya, il a assuré au président kényan Uhuru Kenyatta l'engagement de son pays dans la lutte contre le terrorisme. Et en Centrafrique, la Cour constitutionnelle autorise les réfugiés à voter. La décision a été rendue publique ce samedi, mais va à l'encontre de la loi adoptée début juillet qui avait exclu ces réfugiés de l'élection présidentielle du 18 octobre. La ville de Maroua au Cameroun, à peine remise du double attentat de mercredi, de nouveau victime d'une attaque. Un kamikaze s'est fait exploser dans un bar très fréquenté ce samedi soir. Un bilan provisoire fait état de 20 morts et d'une soixantaine de blessés. En moins d'un mois, c'est la troisième attaque suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Pour l'heure, Boko Haram n'a pas revendiqué ces attentats, mais tout laisse à croire que c'est leur œuvre. On fait le point avec Thierry Ngogang, un de nos correspondants au Cameroun. Alors, il s'est passé ce samedi aux environs de 19h30 dans un snack bar très fréquenté de la capitale de la région de l'extrême nord à Maroua, un attentat commis, selon les autorités, par une jeune fille d'environ 13 ans qui portait un foulard piégé. Alors cette attaque suicide a causé la mort de 22 personnes. On compte 86 blessés au moment où je vous parle. Donc les autorités ont pris des mesures conservatoires afin d'éviter que cela puisse se répéter. Il y a un renforcement des mesures de sécurité dans le pays, interdiction de la burqa, les surcharges de passagers sur les motos et même l'interdiction des ventes autour des mosquées et des églises dans la ville qui est concernée, la ville de Maroua. Vous devrez savoir aussi qu'en ce moment, il y a des attaques des membres de Boko Haram dans quelques villages de la région de l'extrême nord, notamment au niveau de la région du Mayo-Moskota. Et ces villages sont rendus difficiles d'accès pour l'armée parce qu'il pleut et les routes ne sont pas praticables. Donc on nous a signalé qu'il y avait des attaques de Boko Haram de ce côté-là. Le président américain Barack Obama s'engage à soutenir le Kenya dans la lutte contre le terrorisme. Il a fait l'annonce à l'occasion de sa visite à Nairobi, la capitale kenyane. Le pays est en effet confronté à des attaques perpétrées par les Shebab, puisque, rappelons-le, le Kenya est engagé dans la lutte contre ce groupe terroriste en Somalie. Les attentats les plus meurtriers, les plus récents des Shebab au Kenya sont les attaques du centre commercial Westgate et celles de l'université de Garissa. Ibrahima Dioumaba. Les États-Unis d'Amérique vont accroître leur soutien au Kenya dans le cadre de la lutte antiterroriste. L'annonce a été faite à Nairobi par le président Barack Obama au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président kenyan Uhuru Kenyatta. Les États-Unis et le Kenya sont engagés depuis des années dans la lutte contre les terroristes Shebab somaliens qui en représailles attaquent régulièrement le Kenya. Une partie de notre annonce d'aujourd'hui comprend un financement, une aide supplémentaire que nous fournissons aux forces de sécurité kenyanes pour faire face aux menaces terroristes. En plus de la formation et de l'aide supplémentaire, nous devons trouver une nouvelle approche qui permettra d'extirper les potentielles menaces. Les attaques des terroristes au Kenya sont fréquentes depuis 3 ans. En septembre 2013, le centre commercial Westgate à Nairobi a fait l'objet d'une prise d'otage qui s'est terminée avec plus de 60 morts. En avril 2015, les Shebab ont attaqué les étudiants de l'université de Garissa avec plus de 140 morts. Les Kenyans se félicitent du soutien des États-Unis et s'engagent à intensifier la lutte. Nous devons élargir notre stratégie parce que la bataille que nous menons n'est pas seulement une guerre du Kenya. Le Kenya partage sa frontière avec un pays qui, pendant longtemps, n'a pas eu de gouvernement formel. Depuis 2011, le Kenya est engagé dans la coalition internationale de l'Union africaine de maintien de la paix en soutien à l'État somalien, déstabilisé par le groupe terroriste des Shebab. La Somalie et le Kenya partagent une frontière terrestre de plus de 600 km, très souvent violée par les terroristes. Début juillet, les autorités centrafricaines avaient adopté une loi qui excluait du vote les réfugiés. La Cour constitutionnelle de transition vient d'invalider ce texte. Les réfugiés centrafricains pourront donc voter ce 18 octobre, date de l'élection présidentielle des réfugiés centrafricains qui représentent tout de même 10% du corps électoral. On fait le point avec Arwa Barkala. Les réfugiés centrafricains appelés à voter
Selon les chiffres du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, 1/10 de la population a fui les conflits qui ont secoué la Centrafrique depuis fin 2012. Sur les 460 000 réfugiés centrafricains, 190 000 sont électeurs, soit 10% du corps électoral. Si on ne fait pas voter ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour la réconciliation. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire voter tout le monde pour favoriser la réconciliation. Si on laisse une frange importante de la population, que sont les réfugiés et les personnes déplacées, ça va créer des frustrations et demain, il y aura une nouvelle crise. Les réfugiés sont répartis dans une quinzaine de camps à travers plusieurs pays limitrophes de la Centrafrique. La grande majorité serait de confession musulmane, ce qui peut faire basculer le scrutin. Ça va être compliqué parce que déjà, avant qu'on les fasse voter, il va falloir les identifier. Savoir qui est centrafricain, qui ne l'est pas, et ensuite leur fournir des pièces d'identité. Vous savez que l'état civil a été totalement détruit en Centrafrique, et si ces personnes sont réfugiées à l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils aient pu emporter tous leurs documents avec eux, de toute façon. Et donc les recenser, produire des cartes d'électeurs, etc. C'est tout un processus, c'est long, tout le monde le sait. Alors, est-ce que ça pourra se faire en ce qui reste, je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois, il est permis d'en douter. Donc je pense qu'il aurait fallu plutôt les faire rentrer en Centrafrique pour que le processus se fasse globalement, une fois pour toutes, pour tout le monde. En plus des 460 000 réfugiés, la Centrafrique compte 400 000 déplacés. La décision d'inclure les réfugiés dans le corps électoral a été saluée par l'ONU. Le HCR s'est dit prêt à contribuer à la mise en place de la logistique pour le bon déroulement du scrutin. Et sachez que les opérations de recensement en vue de l'élection présidentielle du mois d'octobre prennent fin ce lundi. Et les Centrafricains n'ont d'ailleurs pas été très nombreux à s'inscrire sur les listes électorales. Et ce, malgré une opération de recensement qui a été prolongée. Au Togo, la classe politique de l'opposition semble en perte de vitesse et de stratégie pour une alternance au pouvoir. Le principal adversaire politique du président Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Fabre, n'a mobilisé ses troupes ni dans les rues ni dans les urnes le 25 avril 2015. Le nouvel engagement togolais, qui a obtenu 1223 voix à cette élection présidentielle, évoque une totale refonte de l'opposition pour atteindre enfin l'alternance au pouvoir. Aimé Makofi. Plus de 40 ans de lutte sans parvenir à l'alternance au Togo. Le dernier échec en date de l'opposition est la présidentielle du 25 avril 2015. Des marches hebdomadaires sur fond de contestation électorale ne semblent plus être d'actualité depuis la victoire du président Faure Gnassingbé. L'Alliance nationale pour le changement et membre du combat pour l'alternance politique en 2015 entend préparer une nouvelle stratégie. Vous savez, on a marché pendant 5 années et nous savons ce que cela nous a rapporté, ce que ça a rapporté au peuple togolais. Je pense qu'une stratégie, quand elle est linéaire, n'est plus une stratégie. Il faut trouver d'autres solutions, il faut trouver d'autres stratégies de lutte. C'est ce que nous avons mis en place et que nous allons exécuter petit à petit. Le président Jean-Pierre Fabre donnera le mot d'ordre donc, pour les jours, les semaines à venir, puisque pour nous, la lutte continue. À l'Alliance nationale pour le changement, on parle toujours de fraude électorale. Pour parvenir à l'alternance, la classe politique de l'opposition dans son ensemble est appelée à faire front commun. Quand vous regardez quand même cette élection, le parti au pouvoir a gagné avec un tiers du suffrage exprimé. Ça veut dire qu'il y a encore la possibilité réellement de faire cette bascule. Mais nous devons tirer les leçons, aller sur la démarche unitaire, aller sur la mobilisation des ressources, aller sur une campagne de longue durée, ne pas attendre juste à 1 ou 2 mois pour commencer à faire la campagne. Et je suis persuadé de toute façon que les 2 tiers des Togolais, soit qui ne sont pas allés voter, ou bien qui ont voté sur l'opposition, vont pouvoir se mettre ensemble pour réaliser l'alternance tant souhaitée. Tout compte fait, la page électorale est tournée depuis la remise du rapport de la CENI au chef de l'État le 2 juillet 2015. Cap maintenant sur les prochaines échéances électorales où l'opposition sera à nouveau mise à l'épreuve. Et sachez qu'en Guinée, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été réélu à l'unanimité pour un mandat de 5 ans à la tête de sa formation politique, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il est candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.